direct depuis le Sénat. Bonjour à tous, merci donc de nous rejoindre en direct du Sénat pour une après-midi entière de direct consacrée bien sûr à l'élection du président du Sénat. Depuis le renouvellement sénatorial de dimanche dernier, la droite est donc aux commandes du Sénat. Bonjour Mickaël, bonjour, pardon de ne pas vous avoir présenté tout de suite. Nous sommes tous les deux donc aux commandes pour cet après-midi de direct, une élection du président du Sénat qui devrait se jouer à 2 tours. On va vous expliquer dans quelques instants pourquoi. À noter qu'à 15h, vous pourrez bien sûr suivre toujours en direct les questions d'actualité au gouvernement depuis l'Assemblée nationale et puis on reviendra au Sénat ensuite. Et vous ne manquerez rien, absolument rien de cet événement sur Public Sénat. Voilà un petit peu le dispositif qu'on vous met en place aujourd'hui. Au cœur de l'hémicycle, nous retrouverons Delphine Girard qui est installée dans la tribune de presse. Et pour vous faire vivre l'ambiance salle des conférences pendant le vote, voir un petit peu ce qui se passe sur les à côté, Pierre-Henri Gergogne nous attend ici, salle des conférences. Une caméra est également posée sur le perron où Marie Brémaud surveillera les allers-retours des sénateurs et des personnalités politiques, peut-être qu'on attendra ici. Nous avons également installé une caméra au Petit Luxembourg, c'est la résidence du président du Sénat. Nous suivrons en direct la passation de pouvoir. Et puis bien sûr, sur Internet, n'oubliez pas, sur Twitter, Caroline Deschamps, elle vous fera vivre tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Voilà, vous ne manquerez rien, absolument rien, de cette élection au Sénat. Alors d'abord, on va être pédagogique. Mickaël, on va vous expliquer comment va se dérouler cette séance autour de l'élection donc du président du Sénat. Je vous propose, avant d'accueillir nos premiers invités en plateau, de regarder ce sujet pédagogique de Quentin Calmy. Tradition respectée tous les 3 ans, l'hémicycle fait salle comble le 1er octobre. Une atmosphère particulière règne alors dans le palais du Luxembourg. Évidemment, c'est une séance très importante, compte tenu du fait notamment que le président du Sénat est le 2e personnage de la République. Donc c'est le début du triennat, c'est la première séance du Sénat renouvelé. Et bien évidemment, c'est une séance essentielle, importante, dont les sénateurs se souviennent régulièrement. Pour l'occasion, c'est le doyen d'âge des sénateurs qui préside la séance. Cette année, comme en 2011, c'est Paul Vergès, 89 ans, qui s'apprête à remplir cette fonction. Il prononcera pour l'occasion un discours symbolique. Il est d'usage que le président d'âge prononce un discours dont la durée est variable, 10, 15, 20 minutes. Et je peux dire, j'en ai écouté un certain nombre, aucun ne ressemble à un autre. Donc je crois que c'est la grande particularité de cette séance. C'est un discours très, très personnel. Puis vient le vote en lui-même. Les 6 sénateurs les plus jeunes remplissent le rôle de secrétaire de séance. À 26 ans, David Racheline est le benjamin de l'hémicycle. C'est donc lui, un des 2 sénateurs frontistes élus dimanche, qui sera chargé de recueillir les votes. L'élection du président du Sénat se fait à la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié des sénateurs plus 1. Le vote est secret. Les sénateurs montent un à un à la tribune de l'hémicycle, par ordre alphabétique, à partir d'une première lettre tirée au sort. L'appel nominal. La lettre W. Si aucune majorité absolue ne se dessine après 2 tours, alors un 3e tour est organisé et le président est élu à la majorité relative. En 2011, l'élection d'un président socialiste avait marqué un tournant symbolique. Jean-Pierre Bel avait été élu dès le 1er tour. Et voilà pour la pédagogie, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. On va rejoindre Delphine Girard qui est installée en tribune de presse. Vous allez voir une vue plongeante sur l'hémicycle. Delphine, vous allez nous expliquer un peu comment ça va se passer et l'ambiance qui règne actuellement. Oui, Mickaël, et ce que je peux vous dire, c'est que les premiers à s'être installés dans l'hémicycle, et c'est tout un symbole, ce sont les sénateurs du groupe centriste. J'ai compté, ils sont 42. Ce sont eux qui vont faire cette élection. Ils détiennent les clés de ce scrutin, car c'est de leur voix que dépend certainement la réélection aujourd'hui de Gérard Larcher, vainqueur de la primaire UMP hier. Alors, ce qui va se passer, c'est que d'ici une vingtaine de minutes, environ aux alentours de 15h, le bureau d'âge du Sénat va s'installer
installés. Alors le bureau d'âge, eh bien c'est Paul Vergès, le doyen du Sénat, sénateur communiste de La Réunion. Il est âgé de 89 ans, entouré des 6 plus jeunes sénateurs. Il va donc prendre place derrière moi au plateau. Parmi les 6 benjamins du Sénat, il y a bien entendu l'emblématique David Racheline. On a beaucoup parlé de lui, c'est le maire Front National de Fréjus qui va donc faire son entrée dans l'hémicycle. Et puis Paul Vergès va prononcer une allocution sur un thème libre. Ça va durer environ une dizaine de minutes. Pour la petite histoire, on dit que Serge Dassault, sénateur UMP de l'Essonne, qui est d'un mois le benjamin de Paul Vergès, a fait appeler plusieurs fois au bureau du sénateur de La Réunion pour savoir si oui ou non il allait traverser l'océan Indien, s'il allait parcourir ces 9000 km pour venir aujourd'hui prononcer cette allocution, puisque Serge Dassault, qui avait prononcé cette allocution lors de l'élection du président du Sénat en 2008, aurait bien aimé à nouveau le faire aujourd'hui, car c'est certainement la dernière fois qu'il assiste à l'élection d'un président du Sénat. Le sénateur communiste de La Réunion est bien là, il n'avait pas du tout l'intention de faire de cadeaux à son adversaire. Alors après, il y aura le vote à proprement parler. Des isoloirs sont installés salle des conférences où vous vous trouvez. Chaque sénateur va donc aller voter à bulletin secret. Il déposera après son bulletin dans l'urne derrière moi. Il y aura un dépouillement et on verra bien si Gérard Larcher est élu au bout d'un premier tour ou s'il faudra un second tour pour voter. Merci beaucoup Delphine. Et oui, il faudra très certainement 2 tours pour élire aujourd'hui Gérard Larcher. On va tout de suite vous expliquer pourquoi avec nos 2 invités. Le constitutionnaliste Didier Mausse, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et puis Michel Urvois de Ouest France, bonjour, merci à vous de nous accompagner. Vous étiez tous les 2 tout au long de la soirée électorale sur le plateau de Public Sénat. Donc aujourd'hui, élection du président du Sénat, Gérard Larcher. 2 tours, très certainement, Didier Mausse. Vous allez nous expliquer pourquoi. Pourquoi 2 tours? Parce qu'il y a 4 candidats au premier tour. Bon, et quand il y a... 3 candidats au premier tour. Quand il y a 3 candidats, c'est très difficile qu'il y ait... Pardon 4, oui, excusez-moi. Ouais. C'est très difficile qu'il y ait quelqu'un qui soit élu directement, et notamment parce qu'il y a un candidat centriste. Bon, et donc, j'allais dire, la majorité sénatoriale va se répartir en 2 dès le premier tour. Mais, j'allais dire, c'est un vote de procédure, d'une certaine manière. Bon, ensuite, il faudra qu'il y ait un deuxième tour où là, il y a toutes les raisons que Gérard Larcher l'emporte largement. Oui, effectivement, le candidat centriste va certainement renoncer entre les 2 tours. Et puis, au deuxième tour, ne resteront en lice sans doute que le candidat de la gauche et le candidat de la droite, Gérard Larcher. Quel suspense. Mais au-delà de la boutade, il y a quand même le score. Et il y a aussi le fait de savoir si le candidat centriste se maintiendra au second tour. Parce que jusqu'au dernier moment, les négociations se prolongent, se poursuivent pour obtenir un maximum de postes et d'engagement. Eh bien, on va aller voir peut-être même au-delà directement du côté des centristes. On va peut-être le savoir. Marie Brémaud, qui est sur le perron du Sénat, se trouve avec un sénateur centriste, un nouveau sénateur centriste, Didier Robert. Didier Robert, il est sénateur de La Réunion, mais il n'est pas centriste, il est UMP. Mais alors, bonjour, merci d'être avec nous. C'est une journée particulière pour le Sénat, mais aussi pour vous. Oui, bien sûr, parce que je fais effectivement mon entrée ici en tant que sénateur de La Réunion, à un moment qui est un moment important, que je considère comme important, puisque vraisemblablement la majorité a basculé, et puis nous aurons cet après-midi l'élection d'un nouveau président du Sénat, issu de nos rangs, et j'espère en tout cas capable de porter une nouvelle voix, une voix plus forte pour le Sénat. Alors justement, qu'est-ce que vous attendez de ce nouveau futur président? Je crois que dans nos institutions, le fait d'avoir à la fois le Sénat d'une part et l'Assemblée nationale est un élément précieux, parce qu'il permet justement à des parlementaires autres que les députés, donc aux sénateurs en l'occurrence, de pouvoir s'exprimer peut-être en plus grande indépendance, de pouvoir dire de manière forte et coordonnée et cohérente, je l'espère, ce que nous attendons d'une politique nationale. Et aujourd'hui, incontestablement, il y a des manques. Merci Didier Robert, on vous laisse rejoindre la salle des conférences. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie, et je crois qu'on va rester maintenant salle des conférences, mais avec une nouvelle sénatrice, une nouvelle élue à nouveau. Pierre-Henri Gergonne, vous êtes aux côtés de Dominique Estrosi-Sassonne. Nouvelle élue du 06, nouvelle élue des Alpes-Maritimes. Bonjour madame. Bonjour. Comment vous vivez cette journée un peu particulière quand même? Vous entrez au Sénat, vos impressions? Eh bien d'abord une impression de responsabilité qui pèse sur mes épaules, et puis beaucoup d'émotions pour entrer dans cette belle maison qu'est le Sénat de la République, après une campagne de terrain, une campagne de proximité qui a été une campagne ardue et difficile,
Mais aujourd'hui, eh bien, j'en mesure vraiment toute la responsabilité, même si on s'y prépare. On n'est jamais directement confronté à la réalité. Et je mesure aussi avec beaucoup d'humilité combien je devrais m'efforcer d'abord de m'acclimater au lieu et puis ensuite de travailler sur un certain nombre de dossiers pour le département des Alpes-Maritimes. Alors quels sont les dossiers que vous privilégieriez parmi les nombreux dossiers qui sont en cours ici au Sénat aujourd'hui ? D'abord, je dirais les dossiers sur lesquels je travaille depuis de longues années en ma qualité d'élu local, des dossiers qui touchent au logement, à l'urbanisme, à l'emploi ou à l'insertion sociale et professionnelle. Mais j'entends aussi m'investir sur les dossiers qui touchent à la réforme des collectivités territoriales, à la réforme territoriale, parce que j'ai senti pendant cette campagne énormément d'inquiétudes de la part des élus locaux et que j'aimerais relayer leurs paroles, leurs préoccupations, leurs difficultés et leurs attentes. Évidemment, votre voix se mettra sur le nom de Gérard Larcher tout à l'heure. Bien évidemment, nous avons hier, au sein du groupe, choisi notre candidat entre deux personnalités de qualité. Aujourd'hui, nous avons un candidat de grande qualité, de grande compétence, avec une solide expérience, qui postule à la présidence du Sénat. Et sans aucune hésitation, ma voix portera sur le nom de Gérard Larcher. Merci beaucoup et bonne séance tout à l'heure dans l'hémicycle, Madame Estrosi Sassone, nouvelle élue des Alpes-Maritimes. Alpes-Maritimes 06, vous l'avez dit tout à l'heure, Pierre-Henri. Nice. Nice, exactement. Didier Mauss, je voudrais savoir à quoi ça sert à ce que aujourd'hui chaque groupe politique porte un candidat. Quelle est l'action finale? Quel est le but de tout cela? Si vous voulez, pour un des groupes, le groupe le plus important, la finalité est évidemment d'avoir l'élu. Pour les autres groupes, c'est une manière de se compter, aussi bien dans la majorité que dans l'opposition, et de voir effectivement s'il y a quelques sénateurs qui votent de manière plus individuelle que disciplinée. Et je crois que le résultat le plus intéressant, c'est pour le groupe centriste cette année, car c'est le groupe qui a eu proportionnellement le gain le plus important, et le fait qu'il y ait un candidat centriste au premier tour est pour clairement indiquer à l'UMP que l'UMP n'a pas la majorité à elle toute seule. Et là, je crois qu'il y a une signification politique réelle. Oui, on le voit bien, les négociations sont en cours pour les postes de président de commission, pour les postes de vice-président, de questeur. Il y a beaucoup de postes à répartir entre les différents groupes politiques du Sénat et ça se joue en ce moment. Regardez ces images, celle de Jean-Pierre Raffarin qui donc arrive au Sénat pour cette séance. Jean-Pierre Raffarin quand même nettement battu hier par Gérard Larcher. Le grand battu Michel. Oui, c'est ça. Donc, effectivement, c'est ce rapport de force au centre droite qui est au cœur de la réflexion cet après-midi. On voit bien que les centristes vont essayer, encore une fois, d'aller au-delà de ce qu'ils pèsent réellement parce qu'ils se savent indispensables. Donc, ils vont essayer, à la fois sur le fond des choses, sur la posture à tenir au Sénat. Quel Sénat ça va être pendant 3 ans sur un certain nombre de réformes importantes. On pourra y revenir peut-être, mais sur la réforme territoriale, par exemple, où il y a des positions qui ne sont pas faciles à accorder. C'était les premiers mots hier de Gérard Larcher, réforme territoriale. C'était pratiquement sa première phrase. Et c'est très très intéressant d'un point de vue politique parce que le Sénat va être au centre d'une espèce de contradiction entre la défense des territoires, des intérêts locaux et une nécessaire simplification aussi des différents échelons locaux. Et une exigence de rigueur. Alors, on va peut-être voir un petit peu d'ambiance de ce qui s'est passé ce matin. Exactement. Quentin Calmet a un peu traîné dans les différents couloirs du Sénat ce matin. Évidemment, une ambiance particulière en ce jour d'élection du président du Sénat. Regardez le reportage de Quentin Calmet. Excusez-moi, l'ambiance est plutôt bonne entre centristes et UMP aujourd'hui alors. Elle est excellente. Pourquoi aujourd'hui Ça plaît excellente. Pourquoi aujourd'hui? Je n'ai jamais maltraité Roger. Ah oui, moi non plus. Moi non plus, j'ai jamais maltraité Roger, ni Chantal d'ailleurs. D'ailleurs, voilà 2 centristes qui sont à l'UMP. Donc voilà, nous sommes une grande famille. Prêts à prendre nos responsabilités au Sénat d'une opposition constructive. Madame Jeannot, vous êtes à l'UMP? Je suis à l'UDI, voilà. À l'époque, l'UMP n'existait pas, donc je suis à l'UDI. À l'époque, l'UDI n'existait pas. Oui, pas que l'UDI, parce que l'UMP est plus ancienne. Bon, vous voyez, c'est plutôt bonne camaraderie ici au Sénat, en tout cas ce matin entre les centristes
et les UMP. On va voir comment ça va se passer pendant ce vote. Vous allez peut-être voir dans la salle des conférences sur quelques images, les sénateurs commencent à arriver les uns après les autres. Oui, on a vu Jean-Vincent Placé et Roger Carucci, notamment, que vous avez vu sur les premières images, avec quelques familles. Ils sont là, ils sont venus pour les nouveaux sénateurs. On a vu les conjoints, notamment, et les conjointes et des enfants venir au Sénat. Évidemment, évidemment. Pour les petits nouveaux, hein, ceux qui ont été élus dimanche, c'est un jour très particulier, un jour un petit peu, non pas de fête, mais quand même une date qui marque un événement important dans leur carrière, Didier Mauss. Et c'est vrai que beaucoup de femmes ou de maris ont fait le déplacement aux côtés de leurs conjoints, sénateurs ou sénatrices. Voilà. Non, il y a toujours un petit côté rentrée des classes. Hein. Bon, voilà, le 1er octobre, c'est effectivement, bon, les anciens et les nouveaux se retrouvent. Il y en a peut-être même quelques anciens qui n'ont pas été renouvelés ou qui n'étaient pas candidats, qui ont un petit regret, une petite pensée nostalgique. Oui, on a vu des anciens, effectivement, voilà, entraîner ici. Il est évident qu'il y a ce côté que nous avons tous connu à l'école, voilà, le cartable neuf, comment est-ce que ça va se passer? Alors, l'interrogation n'est pas ici qui va être le maître ou la maîtresse, puisqu'on sait qui va être le président, mais comment est-ce que ça va s'organiser dans la vie quotidienne? Et il y a effectivement quelques marques à prendre. Alors, la particularité du Sénat, c'est que comme on ne renouvelle que la moitié des sénateurs, bon, il y en a la moitié qui a parfaitement ses habitudes, et cette moitié qui est là depuis au minimum 3 ans et quelquefois plus, va essayer de donner de bonnes habitudes aux petits jeunes. Alors regardez cette image, c'est celle de la galerie des bustes, le couloir qui va du cabinet de départ, la porte fermée avec des vitres que vous voyez au fond de l'image, jusqu'à l'entrée de l'hémicycle. C'est de là d'où va partir le président de séance, hein, le doyen du Sénat, Paul Vergès. Dans quelques instants, on verra bien sûr ces images en direct sur notre antenne. C'est un rituel hein, qui est très codé ici. Il y a un rituel, je dirais, il y a un rituel à l'Assemblée nationale, il y en a un au Sénat. Ce n'est pas exactement le même parce que les lieux ne sont pas les mêmes, mais les symboles sont exactement les mêmes, et notamment le fait que le président de séance, le doyen d'âge maintenant, et le président du Sénat après, passe entre une haie de gardes républicains présentant les armes. C'est le respect de l'armée au pouvoir politique. C'est un rituel et un honneur parce que... C'est un rituel et un honneur parce qu'on faut savoir qu'il y a eu quelques coups de fil pour essayer de dissuader le doyen d'âge de ne pas venir pour pouvoir prendre sa place pour le fameux discours. Oui, on l'expliquait tout à l'heure. Hein. Il vient de La Réunion et sinon c'était Serge Darceau. Ils ont juste un mois d'écart. Hein. Serge Darceau est un mois plus jeune et effectivement la gauche ne voulait pas laisser la place à Serge Darceau pour s'exprimer lors de cette séance inaugurale. Il y a 2 batailles importantes hein, qui se jouent dans les coulisses. Michel Urvois, c'est celle de la répartition des postes importants du Sénat. On en a parlé il y a quelques instants. Il y a aussi une autre bataille pour demain. C'est la présidence du groupe UMP ici au Sénat, une bataille qui se joue essentiellement entre Roger Carucci et Bruno Retailleau. Absolument, avec un Bruno Retailleau qui me semble assez confiant. Alors on a là 2 profils complètement différents. Roger Carucci qui est vraiment le parfait connaisseur des rouages, des relations, etc. Et Bruno Retailleau qui est l'incarnation d'une génération montante, d'une génération jeune et qui, à son avantage, a réussi le grand chelem pour la droite dans son département de la Vendée. Il y a beaucoup de monde, hein, salle des conférences, ça se remplit énormément. Beaucoup d'appareils photo, les souvenirs sont évidemment pour immortaliser cette journée. On peut peut-être avoir quelques images à vous proposer. Et puis on va reparler bien évidemment de politique, Didier Mauss, Michel Urvois. On va reparler peut-être un peu de cette bataille autour des centristes parce qu'il y a un candidat à l'UDI, à la présidence de l'UDI, qui est venu ce matin, qui s'est invité en quelque sorte devant les centristes, c'est Yves Gégaud. Vous allez entendre Yves Gégaud, puis on va évidemment reparler de cette bataille autour des centristes. Nous sommes le groupe qui avons fait la plus grosse progression au cours de cette élection. La majorité du Sénat ne se fera pas sans nous. L'UMP ne pourra pas présider le Sénat sans l'UDI et l'UDI ne pourra pas influer sans un partenariat avec l'UMP. Je pense que des discussions qui s'engagent entre les 2 groupes naîtra un équilibre que j'appelle de mes voeux. Moi, je suis pour une opposition nationale et une majorité sénatoriale pluraliste et pas unijambiste où chacun respecte l'autre. On ne va pas laisser le pays couler en disant il y aura un texte qui améliorerait la situation des Français, mais on le laisse passer parce qu'on est dans l'opposition. C'est pas notre état d'esprit. Si certains textes vont dans le bon sens, on les votera. On les a votés à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas ici au Sénat. Voilà,
donc Yves Jégo qui est venu ce matin remonter un peu à bloc le moral, l'état d'esprit des troupes centristes. Enfin, le moral n'est pas en baisse. Hein. Ici, 42-43 sénateurs chez les centristes. Donc un groupe qui est en forte augmentation et on l'a dit tout à l'heure, qui entend peser sur la future organisation du Sénat. J'imagine que c'est le message qui a été délivré ce matin par Yves Jégo à ses troupes centristes, Didier Mauss. Non, mais il est évident qu'il y a des enjeux dans un certain nombre de postes du Sénat. Et puis il faut savoir que derrière, il y a les élections départementales au mois de mars, les élections régionales au mois de décembre 2015. Et donc les relations entre les centristes et l'UMP sont importantes. Et on est encore dans une période où visiblement chacun essaye de trouver de nouvelles marques. Et il est évident que les centristes du Sénat, même s'ils sont, j'allais dire, distincts de l'UDI, juridiquement et même quelquefois politiquement, sentent que c'est le moment d'affirmer leur identité, leur présence. Qu'est-ce qu'ils veulent les centristes? Pardon? Qu'est-ce qu'ils veulent les centristes? Ils veulent être reconnus, à mon avis, comme un véritable partenaire et ne pas avoir simplement à suivre les décisions prises par l'UMP. Je crois que c'est à peu près ça. Mais c'est un réflexe classique chez les centristes qui existait déjà du temps de l'UDF et du RPR. Alors on va justement écouter Henri Tandonnet. Lui, il réclame une vice-présidence du Sénat pour le groupe. On l'écoute. On sollicite bien sûr au moins une vice-présidence du Sénat, un poste à la questure et puis des vice-présidences de commission. Donc pour le moment, c'est pas encore très défini, mais voilà, on veut peser dans le fonctionnement du Sénat et dans le travail qui sera fait. Ah, Michel, on l'entend, Michel Hervois, on entend des présidences, des vice-présidences, des commissions. Est-ce que l'UMP peut céder? L'UMP ne pourra pas résister à tout. L'UMP a besoin de l'UDI pour avoir une majorité et pour voter un certain nombre de textes ou pour refuser un certain nombre de textes. Donc l'UDI s'est rendu aujourd'hui, l'UDI et UC se sont rendus incontournables. Alors, on vient de le voir sur ces images, Gérard Collomb, le maire et sénateur de Lyon, qui vient d'arriver au Sénat. On l'écoute à votre micro, Marie Brémaud. C'est une journée particulière, Monsieur Collomb. C'est le basculement du Sénat à droite. A priori, c'est joué d'avance. Oui, c'est joué d'avance. Donc, il y aura un nouveau président du Sénat. Moi, j'espère que dans l'avenir, le Sénat travaillera pour essayer de faire en sorte que notre pays puisse sortir de la crise. Et je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire en commun parce que lorsque je regarde, vu de l'agglomération lyonnaise, comment évolue notre pays, j'ai un peu d'inquiétude. Et donc, je pense que les élus aujourd'hui, au-delà des divergences politiques, ont à travailler ensemble pour essayer de rétablir la situation. Le Sénat va-t-il devenir la chambre d'opposition au gouvernement ? Apparemment, c'est pas ce qu'a dit le futur président et donc le candidat. Je pense que ça serait totalement en dessous des nécessités du moment. Vous voyez, je crois qu'on est dans une situation où effectivement notre pays connaît des difficultés immenses. Et donc, si on n'est pas capable de travailler au-delà des divergences politiques pour essayer d'améliorer la situation économique, par exemple, je pense qu'on faillira à notre tâche. Merci Gérard Collomb, on vous retrouve tout à l'heure. Alors oui, Didier Mauss, effectivement, est-ce que le Sénat, le nouveau Sénat de droite, va à votre avis devenir une chambre d'opposition à l'exécutif ou Gérard Larcher va se montrer au contraire beaucoup plus conciliant ? Écoutez, ça, on verra quelles sont les premières paroles du nouveau président du Sénat dans quelques heures. Ce qui est évident, c'est que le Sénat sera une chambre d'opposition. Et il y a aussi la tradition sénatoriale de faire, comme on dit, de l'opposition constructive. Michel Hervois, un petit mot aussi là-dessus de conclusion pour cette première partie. Oui, je pense que ce sera une chambre d'opposition. Je pense que ce sera une chambre d'opposition constructive. Les deux l'ont dit. Encore une fois, je pense sur la réforme territoriale, puisque ce sera en même temps le prochain grand projet. Et ce sera la clé aussi. Et il y aura le budget également. Il faudra faire attention aux positions sur le budget. Alors la réforme territoriale, eh bien, on va y revenir tout à l'heure avec vous et avec nos invités. Je vous propose maintenant de repartir en direct vers l'Assemblée nationale pour suivre la séance des questions d'actualité au gouvernement. Et puis on se retrouve en